Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Alors, dans la seconde moitié du XXe siècle, avec l'amélioration des observations, les astronomes commencèrent à beaucoup étudier les galaxies voisines, celles du groupe local et de l'amas local, afin de cartographier la position de ces galaxies et leur vitesse, leur mouvement. Et l'astronome Zwicky constata quelque chose d'étonnant. Il y avait un problème. Les galaxies qu'il observait étaient trop rapides, elles allaient trop vite, à tel point que la gravité de l'ensemble de la matière observée, des galaxies, du gaz, des étoiles, etc., aurait dû être insuffisante pour les retenir et elles auraient dû s'éparpiller rapidement. Comment se fait-il qu'on observait ce groupe de galaxies? Si ces galaxies formaient toujours un groupe, cela signifiait que la gravité qui les retient devait être plus importante. Et donc, ces galaxies pouvaient alors non pas s'échapper, mais décrire diverses orbites au sein du groupe ou de l'amas. Et donc, puisque la gravité devait être plus importante, il devait manquer une partie de la masse dans les mesures, les estimations qui avaient été faites. Et il trouva que il devait avoir environ 30% de masse visible, sous forme de gaz, d'étoiles, et 70% de masse manquante. C'est un chiffre important, c'est plus du double de la matière ordinaire. Et ça, c'est ennuyant. Les physiciens détestent ça. Ils détestent avoir une telle inconnue, quelque chose qui échappe à leur observation. Cette masse manquante, puisqu'elle n'était pas visible, fut aussi qualifiée de matière noire. Alors, on étudia d'autres situations. On étudia notamment la vitesse des galaxies, la vitesse des étoiles dans notre galaxie. Dans notre galaxie, les étoiles forment une structure spirale et les étoiles tournent autour de la galaxie, exactement comme les planètes autour du Soleil. En observant la distribution de masse, on peut alors calculer ses orbites. Donc, si on prend la distance au centre de la galaxie, on observe que la masse est concentrée de manière à peu près uniforme dans la galaxie, puis chute, en arrivant sur les bords de la galaxie. On en déduit alors une vitesse orbitale qui doit aller croissant alors qu'on s'approche du bord pour former un pic à cette hauteur-là et puis diminuer selon une loi en 1 sur r carré qui est la loi habituelle pour due à la gravité. Mais ce qui était observé n'était pas du tout ça. Si on mesurait la vitesse des étoiles, on obtenait plutôt quelque chose comme ceci. La vitesse des étoiles grandissait, mais plus vite, plus fort qu'attendu, et puis, arrivée là, était à peu près constante, ce qui était une totale absurdité. Alors, on a pu calculer quelle masse il fallait dans la galaxie, et en quelle quantité, et distribuer de quelle manière pour obtenir une telle courbe de vitesse. Et ce qu'on constata, c'est que là aussi, il y avait à peu près 30% de masse visible et 70% manquant. Et de plus, cette masse manquante formait un halo à peu près homogène, à peu près sphérique et englobant très largement la galaxie. Une autre source sur l'information de la masse et de la gravité qu'elle engendre, c'est la déviation des rayons lumineux par le Soleil. Donc, les rayons lumineux, lorsqu'ils passent à côté du Soleil, sont déviés, et ça fut même la confirmation, à l'époque, de la validité de la relativité générale.
en observant le soleil lors d'une éclipse, pour ne pas être ébloui par le soleil, et en observant la position des étoiles, on observa que la déviation des rayons lumineux était bien le double de celle prévue par la théorie newtonienne, comme le prédisait la relativité générale. Et il en est de même de toute masse, en particulier des masses très importantes, comme les galaxies ou des amas de galaxies. Ainsi, si on a la Terre qui est ici, ici on a un amas de galaxies, on ne sait pas représenter à l'échelle, hein, c'est pour pouvoir mieux le dessiner. On a un amas de galaxies, et plus loin, on a une galaxie lointaine. Les rayons lumineux vont passer près de l'amas et être déviés pour arriver sur Terre. De même, si les rayons lumineux passent par l'autre côté, donnant ainsi deux images décalées de la galaxie. Évidemment, c'est vrai aussi dans cette direction-là et l'autre direction. Donc, selon la forme de l'amas et selon la position de la galaxie lointaine, on peut avoir différentes formes d'images, ce qu'on appelle soit une, deux, trois images, ou ce qu'on appelle aussi un anneau d'Einstein, quand c'est bien centré et que la déviation est circulaire, et on a aussi le phénomène dit de croix d'Einstein. Tous ont été observés. Ces images sont des images multiples de l'objet, qu'on reconnaît parce qu'il a le même spectre, images identiques ou déformées. Cela dépend de la distribution de l'amas qui peut être assez irrégulière. C'est en plus un phénomène très utile parce que l'ensemble agit un peu comme une loupe et amplifie la lumière de la galaxie lointaine, ce qui permet d'observer des objets extrêmement lointains qui n'auraient pas été visibles autrement parce que trop peu lumineux. Là aussi, on peut calculer la distribution de masse nécessaire à cette déviation et la comparer à la masse visible. Et là, rebelote, il manque 70%. C'est toujours aussi ennuyant, mais au moins c'est cohérent. Que ça soit au sein des galaxies, dans notre groupe local, ou au sein d'un amas, un immense amas de galaxies, on a toujours cet écart 30%, 70%. Alors on fit beaucoup d'hypothèses pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que cette masse manquante. Qu'est-ce que c'était que cette matière noire. Une idée, c'était que les neutrinos soient massifs. Les neutrinos sont fantomatiques, évanescents, et ils balayent l'univers par milliards de milliards. Il y en a énormément. S'ils avaient une certaine masse, même petite, vu leur nombre, cela contribuerait de manière importante à la masse des galaxies. Une autre possibilité, c'était d'avoir des nuages froids qui soient peu visibles. Une autre possibilité encore, c'était d'avoir des corps très massifs, mais là également peu visibles, tels que des planètes errantes ou des petits trous noirs. Ces objets massifs furent regroupés d'ailleurs sous l'appellation commune de macho. Alors, pas macho comme dans Macho Macho Man, mais Massive Compact Object. Enfin, on pensa aussi à la possibilité de modifier la gravité. C'est ce qu'on appelle la théorie monde, qui donne une gravité modifiée, reproduisant les résultats observés. Et enfin, dernière hypothèse, qu'il existe des particules exotiques, inconnues, qui baigneraient l'univers, qui seraient stables, donc qui ne se désintègrent pas spontanément, et qui seraient particulièrement difficiles à détecter. On les appelle des WIMPs, W-I-M-P-S. Et certaines extensions du modèle standard de la physique des particules, comme ce qu'on appelle la supersymétrie, mais également des modèles faisant intervenir une particule appelée action, etc., différentes théories comme ça prédisent de telles particules. Donc c'est une possibilité. On appelle d'ailleurs matière noire froide les objets massifs,
et matière noire chaude, des particules légères mais extrêmement nombreuses. Parce qu'étant légères, elles vont très vite, et donc c'est comme si elles avaient une température élevée. On l'appelle donc matière noire chaude. Alors on a effectué toutes sortes de mesures pour essayer de vérifier. Les neutrinos ont été beaucoup étudiés sur Terre, et on a pu vérifier que oui, ils avaient bien une masse. Mais on a pu aussi vérifier que cette masse était infime, extrêmement petite. On n'a qu'une borne supérieure, mais elle est très petite, trop petite. Ça ne peut pas être la source de la masse manquante. Au mieux, quelques pourcents de la masse. On a aussi étudié les machos. Alors on les a recherchés à l'aide de l'effet de micro-lentilles. Donc là, au lieu que ça soit un super amas qui dévie la lumière, c'est un plus petit objet. Une planète, un trou noir, qui dévie la lumière. Alors là, la déviation est plus faible, elle ne donne pas des images multiples, mais elle provoque l'amplification de la lumière. Et donc si on a une étoile et qu'un macho passe devant, au moment où il passe dans l'axe, on a une augmentation de la luminosité de l'étoile derrière, et puis qui rediminue dès qu'il est passé. À l'aide de ce système-là, on a pu cartographier et rechercher les machos. On en a trouvé, il y a quelques objets errants, mais assez peu. Pas beaucoup. Les seuls qui n'ont pas été exclus, ce seraient des trous noirs un peu plus gros, de 10 à 30 masses solaires. Ce qu'on appelle aussi des trous noirs de masse intermédiaire, quelques centaines de masses solaires. Parce que s'ils sont beaucoup plus lourds, ils sont aussi moins nombreux pour donner la matière noire, et donc plus difficiles à trouver. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y en avait pas, ou vraiment très peu. Puis, la détection récente des ondes gravitationnelles a permis d'observer de nombreuses fusions de trous noirs dans cette catégorie de masse, et le nombre particulièrement élevé de cas a permis de se comprendre que ces trous noirs étaient plus nombreux que prévu. On n'a pas encore de chiffres suffisamment nombreux pour avoir des chiffres, faire des statistiques et déterminer leur nombre, mais au moins on sait que leur existence n'est pas négligeable. Les nuages froids, on les a aussi traqués. On peut les détecter dans l'infrarouge. Et l'infrarouge lointain, il faut pour cela des satellites pour les détecter, parce que ces infrarouges sont absorbés par l'atmosphère. Et on en a trouvé, oui, mais là aussi des quantités beaucoup trop faibles pour contribuer de manière notable à la masse manquante. Alors, que faire avec toutes ces hypothèses plus ou moins validées ou affirmées? Les micro-lentilles permettent non seulement de voir des machos, mais aussi pour des objets un peu plus lointains, permettent de voir la matière noire. En fait, il s'agit d'une vision indirecte, par ses effets gravitationnels. Comme pour les micro-lentilles, la matière noire ayant des effets gravitationnels, c'est comme ça qu'on l'a mise en évidence, elle va aussi provoquer ces micro-lentilles. Et donc, en observant les galaxies voisines, les objets voisins dans notre voisinage, on peut cartographier le plus finement possible la distribution de matière noire. Et là, on a découvert une série de choses surprenantes. Par exemple, des petites galaxies, des galaxies naines, particulièrement riches en matière noire. On a aussi découvert que dans les collisions de galaxies, la matière noire se retrouvait sous forme de halo décalé. Alors pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les galaxies entrent en collision, le gaz qui est dans ces galaxies se heurte, ce qui provoque une compression, ce qui provoque de la dissipation, de la viscosité, et ce qui ralentit les galaxies qui vont alors fusionner. Mais la matière noire, interagissant très très peu avec la matière ordinaire, elle a tendance, elle, à passer au travers et à continuer sur sa lancée. Et donc on se retrouve avec nos deux galaxies en train de fusionner, et les halos de matière noire qui, eux, continuent sur leur lancée et sont décalés. Puis, après, au bout d'un certain temps, ils vont s'arrêter, attirés par la gravité, et vont retomber sur les galaxies, osciller,
et se stabiliser par des phénomènes de viscosité dynamique. On a aussi découvert dans des galaxies proches, quasiment l'une à côté de l'autre, des ponts de matière noire. Tout ça n'est pas en faveur d'une théorie de gravité modifiée. Une gravité modifiée impliquerait qu'une galaxie naine aurait une masse manquante proportionnelle à la masse de la galaxie. Or, il y en a de particulièrement riches en matière noire. Elle ne prédirait pas non plus un décalage des halos qui continueraient sur leur lancée ou des ponts. Elle ne reste toutefois pas tout à fait exclue. Concernant les particules exotiques, on les a beaucoup recherchées aussi, avec des détecteurs divers et variés. On a essayé aussi de les créer dans les grands accélérateurs de particules comme le LHC. Et là, c'est la déception. On n'a encore rien trouvé. On a même pu exclure certaines particules comme les particules supersymétriques les plus légères, prédites par ce modèle, cette extension du modèle standard des particules, et on a pu les exclure avec le LHC. Et donc là, c'est un peu décevant, on ne trouve toujours rien. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Alors la recette possible, ce serait que c'est l'une ou plusieurs de ces choses. Par exemple, une partie serait due à ces WIMPs, ces particules exotiques. Une partie pourrait être la gravité modifiée, qui ne peut pas agir seule, mais qui pourrait intervenir pour 10, 20, 30%, et des trous noirs de masse intermédiaire, qui, là aussi, pourraient jouer pour une partie. Il sera assez présomptueux de croire que nous avons presque tout découvert. De dire que, oui, nous savons pratiquement tout. Et il y a un truc qui nous échappe. Non. Il est beaucoup plus probable que cette matière noire, cette masse manquante, soit due à plusieurs contributions. Ça, c'est le plus probable. L'avenir nous le dira. On continue à essayer d'améliorer les mesures pour essayer de trouver, de comprendre sa nature exacte. Notons qu'on lit parfois, dans des articles de vulgarisation, diverses actualités, la matière noire n'existe pas, ou peut-être qu'elle n'existe pas. Je trouve que cette affirmation est un peu aberrante. Parce que matière noire, ça ne veut pas dire matière. D'ailleurs, même les WIMPs n'entrent pas dans le cadre des particules dites baryoniques, c'est-à-dire les particules telles qu'on en rencontre dans la matière, ce ne sont pas des particules de matière. Le nom matière noire, c'est juste un nom qu'on a donné au phénomène, et le nom est resté. Donc la matière noire n'est peut-être pas de la matière. Mais c'est quelque chose, on détecte l'effet. Et l'effet, il doit être expliqué. Que ce soit une gravité modifiée ou autre chose, il faut l'expliquer. Et cette explication sera la matière noire. Et donc, c'est un peu absurde d'affirmer que la matière noire peut-être n'existe pas. Mais soit, nous ici, on est dans la cosmologie. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il y a 70% de masse manquante ou de modification de la gravité qui entraîne, des lois de la gravité qui entraînent l'écart équivalent, et que donc, la matière, c'est comme s'il y avait 70% de matière en plus, ou il y a 70% de choses en plus, et donc, à ce moment-là, rappelez-vous, la densité observée, c'était 30% de la densité critique. Or, voilà qu'on dit, que ce soit pour les mouvements des galaxies, pour les étoiles, pour les lentilles gravitationnelles dans l'univers, on trouve toujours 70% de plus. Qu'on ne voit pas, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a 70% de plus. Et donc, la densité réelle remonte de 70% et colle à la densité critique. Donc, la densité matière noire inclue est la densité critique, ce qui correspond à kappa égale 0, et donc à un univers spatialement plat ou presque plat. Et donc, permet de réconcilier les observations au modèle cosmologique, ce qui est un pas extrêmement important. Voilà, alors, on a beau avoir réconcilié le modèle aux données, aux observations, il est bon de réfléchir et d'examiner s'il n'y a pas d'autres modèles possibles.
Et ça, ces autres modèles, nous les verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.